Magazine Pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce magazine pluriel. En voici le sommaire. Logement au Togo, la caution et la garantie désormais plafonnée à 3 mois de loyer. C'est une décision du gouvernement via un projet de décret adopté en Conseil des ministres. La mesure vise principalement à limiter les spéculations pratiquées dans le pays, en particulier dans la capitale et ses environs. Des tractations en coulisses avant le double sommet d'Accra sur le Mali. Il sera question de la demande d'une transition de 5 ans formulée par la junte malienne, une demande qui a peu de chances d'aboutir. Des crispations au Tchad dans les relations entre l'opposition et les autorités de la transition. 5 regroupements de partis politiques saluent l'annonce du président Mahamat Idriss Déby Itno dans le sens d'un apaisement, des annonces jugées insuffisantes. La réalisation de la réconciliation et de l'unité entre les Togolais à l'épreuve des préjugés coloniaux, c'est ce que tente de relever Dr Eva Louia dans Togo, processus de réconciliation et d'union nationale à l'épreuve des préjugés coloniaux 1914-1991. L'ouvrage de M. Ouiao qui montre que certains mots affecte le Togo et empêche la réalisation de cette cohésion nationale. L'ouvrage appelle les Togolais à un changement de mentalité. Docteur Eva Louio est notre invité. Le sport football, le championnat national de football de 2e division, 5e journée. Maranatha de Fiorpois en quête d'un premier point croise cet après-midi à Gaza de Lomé. À suivre également dans ce journal les échos du palais et la revue de presse. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Annoncé il y a quelques mois, la révolution dans le secteur de l'immobilier et du logement au Togo devient effective. Désormais, la caution et la garantie sont plafonnées à 3 mois à chacune, soit 6 mois de loyer. C'est l'une des décisions du gouvernement prises mercredi dernier en Conseil des ministres via un projet de décret. Juliette Kandé. La mesure, qui sera dans un premier temps applicable dans le Grand Lomé, vise principalement à limiter les spéculations actuelles pratiquées dans le pays, en particulier dans la capitale et ses environs. Elle tient compte de la nécessité de préserver les investissements réalisés par les propriétaires de biens immobiliers et garantir aux locataires des logements abordables. Kanka Malik Nachaba, secrétaire général du gouvernement. Désormais, le bail est écrit. Et pour faciliter cela, le ministère de l'Urbanisme a prévu un modèle type de bail qui sera mis à disposition dans les prochains jours dans les mairies, mais aussi au ministère de l'Urbanisme et sur les différents sites de ces institutions-là, pour permettre aux uns aux autres de savoir dans quel cadre on s'inscrit. La formalisation est le premier mécanisme de contrôle de la mise en œuvre de cette mesure. Et ensuite, il y a d'autres mécanismes qui sont existants dans le cadre des contrats dans notre pays, qui sont des mécanismes de déclaration de ces contrats-là auprès des institutions, comme par exemple les mairies ou comme par exemple l'OTR, conformément au Code général des impôts. Ces mécanismes-là permettent de formaliser les relations entre bailleurs et locataires et donc à travers cette formalisation, on pourra ainsi s'assurer que chacun respecte cette réglementation. Il faut préciser que le test prévoit aussi des mesures dans le cadre du non-respect des dispositions qui sont prévues ici, puisque l'objectif est de faire en sorte que le montant des cautions et le montant des garanties soient plafonnés à 3 mois pour chaque catégorie, afin de permettre aux locataires de pouvoir accéder facilement à un logement, notamment dans la zone où le problème se pose avec le plus d'acuité, le Grand Lomé. La garantie et la caution, les deux éléments combinés, sont des éléments en fait de sûreté, mais n'ont pas la même fonction. Donc les deux éléments visent à rassurer les propriétaires qu'ils rentreront dans leurs droits et qu'ils retrouveront leurs biens dans des conditions acceptables. L'objectif est d'une part de permettre aux locataires d'accéder à des logements, mais aussi de rassurer ceux qui investissent dans les biens immobiliers. D'année en année, l'accès au logement devient de plus en plus difficile à cause des tarifs exorbitants et des conditions fixées au gré des propriétaires. Edo Komlan Théodore, directeur de cabinet au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la réforme foncière. Depuis plusieurs années, les populations urbaines, principalement de notre pays,
sont confrontés à des difficultés d'accès à un logement décent. Ces difficultés sont liées surtout à la faiblesse de l'offre de logement, ce qui entraîne des spéculations auxquelles se livrent un certain nombre d'acteurs, au premier rang desquels les propriétaires que nous appelons souvent les bailleurs. En effet, ces derniers exigent des loyers exorbitants. Conscient de la situation, le gouvernement s'est donc engagé à promouvoir le secteur du logement grâce surtout au lancement du grand projet de 20 000 logements décents et à coût abordable. En attendant la mise en œuvre de ce grand programme, il est important au regard de la situation actuelle de mieux encadrer le secteur des baux d'habitation à travers la définition claire et un cadrage des charges et obligations de tous les acteurs et l'adoption du décret portant réglementation de la caution de la garantie de loyer et du bail d'habitation s'inscrit dans cette ligne d'action. La nouvelle réglementation mentionne 6 mois de loyer composés distinctement de la caution et de la garantie. Nous retrouvons Edo Komlan Théodore, directeur de cabinet du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière. Le décret portant réglementation de la caution de la garantie de loyer a procédé cette fois-ci à une innovation importante en scindant ce que nous appelons caution et ce que nous appelons garantie de loyer. La caution, c'est la somme que doit verser le locataire à l'entrée des lieux loués pour garantir les éventuelles créances du bailleur, notamment les réparations dues aux dégradations qui auraient été commises à la fin du bail. Parce que quand vous êtes là, vous voulez partir, souvent on remarque que le locataire, entre guillemets, brûle tout ce qu'il a, tout ce qui reste de la caution, et c'était des difficultés pour que le propriétaire remette en l'état son immeuble afin que d'autres preneurs viennent. Donc c'est ça la caution. Et maintenant l'innovation, pour cet aspect de la question, plafonner donc maintenant la caution à 3 mois. Mais alors, la garantie de loyer, c'est cette somme que doit verser le locataire au bénéfice du bailleur à la signature du contrat de bail. La destination de la garantie de loyer, les 3 mois que demande maintenant le décret d'hier, c'est que quand je veux quitter, je dois avertir le propriétaire qu'au bout de 3 mois, je dois partir. Et la garantie de loyer permet donc de couvrir cette période de préavis. Le deuxième aspect de la garantie de loyer, il y a des mois de difficulté où le locataire ne peut pas satisfaire à son engagement. Alors, il demande au propriétaire, voyez-vous, cette année j'ai des difficultés, eh bien je voudrais, entre guillemets, brûler 1 mois sur ma garantie de loyer. J'ai 3 mois, donc je brûle 1 mois. Avec obligation pour moi, chaque fois de faire quoi? Ce que je brûle, je dois le combler. La construction de 20 000 nouveaux logements sociaux, décents et à coût abordable est inscrite en haut de l'agenda des autorités en charge de l'habitat. De nombreuses autres actions sont en gestation afin de garantir un droit au logement pour tous et une amélioration du cadre de vie. Les travaux en cours de réalisation devraient permettre à court terme à 15% de la population d'avoir accès à des infrastructures d'évacuation des eaux usées et à 80% à des ouvrages d'assainissement modernes. Une réserve foncière spéciale de 2500 hectares bientôt dans le Zio. Les cantons de Dalavé et de Kpomé dans la préfecture du Zio vont abriter une réserve foncière spéciale de l'État. Un projet de décret déclarant d'utilité publique et autorisant des travaux d'extension dans la zone a été adopté mercredi par le gouvernement. Cette réserve est destinée à la poursuite de la réalisation d'ouvrages au profit des populations. Pour l'exécutif qui entend mettre en œuvre plusieurs projets dans le cadre de ses ambitions de développement, il s'agit surtout de planifier et d'anticiper. Dans le cadre, d'exercice des organisations non gouvernementales est désormais davantage réglementé. Le gouvernement a adopté mercredi dernier un projet de décret fixant les conditions de coopération. Le texte s'inscrit dans le cadre d'une volonté de l'exécutif de s'assurer de l'alignement de l'ensemble de ses partenaires sur sa vision et ses priorités de développement. Il fixe notamment les conditions d'existence et d'exercice des activités des ONG dans le pays ainsi que les conditions requises pour bénéficier de l'appui du gouvernement
gouvernement. Dans un contexte sécuritaire très fragile, le document permettra également à l'État d'assurer le contrôle de transparence et l'efficience des actions des ONG et de renforcer ainsi les résultats de leurs interventions. À ce jour, un peu plus d'une cinquantaine d'ONG sont officiellement reconnues sur le territoire togolais. Et ce communiqué pour poursuivre, le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social informe qu'en raison de l'affluence que continuent d'enregistrer les différents centres de dépôt de dossiers de candidature au concours général de recrutement des fonctionnaires pour le compte de l'administration publique, la date limite de dépôt des dossiers initialement fixée au vendredi 7 janvier 2022 est prorogée au vendredi 14 janvier 2022 à 17h. Au Mali, la CEDEAO joue sa crédibilité et sa légitimité attendue au Ghana, donc à Accra. Elle doit examiner le calendrier soumis par Bamako qui prévoit d'étendre jusqu'à 5 ans la période de transition. Cette question fait l'objet d'un bras de fer aux lourds enjeux entre les autorités du pays et l'organisation ouest-africaine. Attendue à Accra demain dimanche, les chefs d'État et de gouvernement ouest-africains devront décider de la réponse à apporter à un calendrier pouvant s'étendre jusqu'à fin 2026. La question est de savoir si la CEDEAO dispose de moyens d'imposer cette décision au Mali. La Commission indépendante des élections et des frontières du Kenya a annoncé hier qu'elle procéderait à la seconde et dernière phase d'inscription des électeurs du 17 janvier au 6 février prochain dans le cadre des préparatifs intenses pour le scrutin national du 9 août prochain. Le président de l'institution a déclaré que 4,5 millions de nouveaux électeurs seront ciblés au cours de l'exercice de 20 jours, ajoutant que les Kenyans de la diaspora seront éligibles à l'obtention d'une carte d'électeur. Des signes de détente dans les relations entre l'opposition tchadienne et les autorités de la transition. 5 regroupements de partis politiques et associations de la société civile ont publié hier un communiqué conjoint pour saluer l'annonce faite par le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby Itno. Il a fait savoir que le dialogue national en cours de préparation sera souverain et ces décisions s'imposeront à tous. Ces annonces soulagent une bonne partie de l'opposition qui avait posé ces exigences comme condition à sa participation au dialogue national inclusif. Le comité ministériel chargé du suivi de l'évolution du Covid-19 en Mauritanie a durci les restrictions face à l'arrivée de la 4e vague de la pandémie. Il a interdit tous les rassemblements publics et ordonné la fermeture des salles de spectacle. En outre, un arrêté du ministère de l'Intérieur a rendu obligatoire le port du masque de protection dans les lieux publics et privés, les marchés, les transports et dans les cafés et restaurants. Le gouvernement va par ailleurs mener une campagne nationale de sensibilisation sur le nouveau variant Omicron en s'appuyant sur les médias et sur la société civile. Le Kazakhstan reste sous état d'urgence et quasiment sans Internet après 6 jours d'un mouvement de protestation déclenché par la hausse brutale du prix du gaz. Toutefois, l'ordre est en partie donc rétabli dans le pays, tandis que les manifestations diminuent en importance tout en restant pacifiques. À Almaty, la capitale économique du pays, la tension demeure assez vive. Quelques tirs s'y faisaient encore entendre ce matin. Le président est prêt à tout pour mettre fin aux émeutes qui secouent le pays après avoir appelé la Russie et ses alliés en renfort. Kassim-Jomart Tokayev refuse de négocier avec les manifestants. Les Togolais poursuivent leur difficile marche vers une nation plus unie. C'est la conclusion
d'un ouvrage dédicacé le 28 décembre 2021 à Lomé, ouvrage intitulé Togo, processus de réconciliation et d'union nationale à l'épreuve des préjugés coloniaux 1914-1991. Son auteur, Dr Evalo Uyao, un confrère, après plusieurs recherches, explique que la réalisation de la réconciliation et de l'unité entre les Togolais se heurte encore aux effets des préjugés coloniaux et de poursuivre que les conséquences engendrées par la gouvernance coloniale, allemande d'abord, puis française ensuite au Togo, ont entraîné l'éclosion de rapports heurtés qui ne cesse d'empoisonner sous Cap le sentiment d'appartenance à une même communauté de destin. Dr Evalo Uyao est notre invité ce samedi. Il répond aux questions de Théophile Dandakou. Dr Evalo Uyao, bonjour. Bonjour, cher ami. Togo, processus de réconciliation et d'unité nationale à l'épreuve des préjugés coloniaux 1914-1991. C'est le 3e livre que vous avez fait paraître, puisqu'auparavant, il y en avait 2, à savoir 13 janvier 1963, 13 janvier 1967. Pourquoi? Et sur les traces du soldat Nyazingbe Eyadema, 1953-1962. Vous portez plusieurs casquettes, notamment enseignant-chercheur, journaliste, premier rapporteur du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCROUN, docteur en histoire, politique et relations internationales. Nous voudrions savoir quelles sont les raisons qui vous ont poussé à aborder ces sujets. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier les confrères de Radio Lomé pour m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur leur chaîne. C'est vrai, je porte plusieurs casquettes, mais dans le cas de cet ouvrage, c'est l'historien qui a donné les résultats de ses recherches. Vous avez posé la question de savoir quelles sont les raisons à l'origine de cet ouvrage. Je voudrais dire d'abord que, de façon générale, la question de la réconciliation nationale et de l'unité, cette problématique a retenu mon attention depuis que j'étais jeune étudiant, puisque mon mémoire de maîtrise a porté aussi sur la question de la réconciliation et de l'unité nationale. Mon DEA également et ma thèse de doctorat aussi a porté sur cette problématique. Donc c'est un champ de recherche qui ne m'est pas nouveau. Mais ici la nouveauté, c'est que la recherche est consacrée à la question des représentations coloniales par rapport à la problématique de la réconciliation et de l'unité nationale. Quelles sont les raisons? D'abord, il faut dire que bien souvent, quand vous lisez certains écrits, et surtout les auteurs étrangers, à commencer par certains auteurs français, on constate qu'ils ont bien souvent tendance à privilégier les erreurs que commettent les chefs d'État ou les différents régimes qui ont eu à diriger le pays. Donc, ils mettent en avant les insuffisances des choix politiques qui ont été opérés par ces différents régimes dans le cadre de leur politique de promotion de la réconciliation nationale. Bien souvent, ils oublient un certain nombre d'aspects liés à l'impact même de la colonisation en général et dans le cas spécifique des préjugés coloniaux. Et donc, parfois, je peux dire que c'est des raccourcis et cela a interpellé ma petite personne pour essayer de comprendre est-ce que les choix opérés par nos dirigeants, que ce soit sous le président Sylvanus Olympio, que ce soit sous le président Dadjo, le président Grinsky ou que ce soit le président Eyadema qui a œuvré pendant des années pour la réconciliation des Togolais, est-ce que les limites de leur politique de réconciliation se résument seulement au tard des choix qu'ils ont opérés? En regardant de très près, je me suis dit que ce n'est pas seulement la limite de leur choix, il y a d'autres facteurs dont les préjugés coloniaux. Un autre aspect, je dirais aussi que c'est lors de mes recherches pour la thèse de doctorat que j'ai trouvé très intéressant la question des préjugés que j'ai d'ailleurs étudié, mais qui ont occupé juste une petite partie de la thèse. Et je cherchais une occasion pour voir si je pouvais davantage développer cette question. Et enfin, la troisième raison, c'est que quand vous regardez les rapports entre les Togolais, vous constatez que chaque jour qui passe, quand il y a un petit incident, surtout à la faveur d'une crise politique, on voit dans les propos
du Togolais lambda, vous vous demandez d'où viennent ces propos et la lecture de ces propos, vous constatez qu'ils sont influencés par les préjugés coloniaux. Donc, les représentations, en réalité, parfois, c'est des jugements de valeur qui sont vraiment très éloignés de la réalité, mais qui ont fini par s'imposer à l'imaginaire collectif. Quelles sont alors les grandes articulations de l'ouvrage? L'ouvrage est structuré en 3 parties. La première partie, je l'ai consacrée à l'étude des préjugés, parce que les préjugés étant nombreux, il fallait sélectionner les préjugés qui vont être l'objet de mon étude et de voir comment ces préjugés ont, dans une certaine mesure, un lien avec l'utilisation de la main-d'œuvre autochtone dans le cadre de l'exploitation du territoire. Et donc, cette première partie, je l'ai intitulée Préjugés et utilisation de la main-d'œuvre autochtone dans le contexte colonial français, genèse des complexes et des antagonismes entre les Togolais. La deuxième partie, là, il fallait que j'essaye d'examiner dans quelle mesure les préjugés coloniaux ont pu impacter l'évolution politique des Togolais et, par conséquent, comment ces préjugés se sont renforcés et ont entraîné la naissance d'une situation assez complexe qui, aujourd'hui, impacte sur l'unité nationale. Je veux parler de l'antagonisme nord-sud. Donc, cette deuxième partie a été intitulée « Évolution politique des Togolais dans le contexte colonial français et des préjugés ainsi que de l'antagonisme nord-sud ». Et en dernière position, j'ai essayé de voir quels ont été les impacts des préjugés coloniaux sur les grandes crises. Là aussi, il fallait que je choisisse quelques crises importantes que le pays a connues de 1960 à 1991 pour essayer de voir quelle est la part des préjugés sur l'amplification de ces crises, et qui parle de l'amplification des crises, parle de la déchirure du tissu sociopolitique et économique et par conséquent de la fracture entre les peuples d'un pays. Et là, j'ai essayé d'étudier la crise de janvier 1963, j'ai étudié également les événements de 1990-91 pour voir comment ces préjugés ont impacté les débuts des mouvements démocratiques. Donc, l'édifice démocratique a été impacté, comment il a été impacté. J'ai aussi étudié comment ces préjugés ont eu des répercussions sur la crise institutionnelle et constitutionnelle de novembre 1966. Et enfin, j'ai essayé d'étudier l'impact de cette crise sur un certain nombre de questions, notamment la question de la formation des partis politiques tels que nous les connaissons aujourd'hui. Parlant justement de ce dernier livre que vous avez eu à dédicacer le 28 décembre 2021 à Lomé, pensez-vous vraiment que ces préjugés coloniaux constituent la racine du mal togolais? Disons que ce n'est pas la seule cause du mal togolais. Les préjugés coloniaux font partie de ces dimensions. Il fallait que j'essaye de voir dans quelle mesure ces préjugés coloniaux constituent un facteur inhibitif et un facteur qui freine le processus de réconciliation. Quels sont les préjugés les plus importants développés dans l'ouvrage? Je disais que les préjugés coloniaux, c'est les a priori. Quand le blanc est arrivé, il a d'abord essayé de faire une étude sommaire des différents peuples du Togo. Ces études abordaient pratiquement tous les secteurs de l'activité des autochtones. Mais ici, j'ai étudié comment le blanc a perçu la question de l'habillement. Évidemment, ils avaient une perception de l'habillement des peuples, et de cette perception s'est dégagé 2 grands types d'habillement. L'habillement donc des peuples du Sud et l'habillement des peuples du Nord. Qui parle d'habillement parle en même temps aussi de la nudité. J'ai étudié aussi la question de la morphologie des peuples. Comment le blanc a vu la morphologie des peuples, il les a vus physiquement, et qui parle de morphologie parle des aptitudes naturelles, c'est-à-dire des prédispositions naturelles à exercer tel métier ou tel autre. Donc, les Allemands, plus tard, les Français, ont essayé de faire cette étude sommaire. De leur étude, il se dégage aussi 2 grands types de Togolais. Les peuples du Nord, qui sont jugés, grosso modo, comme des peuples grands de taille, rablés, forts, physiquement robustes, qui résistent aux maladies, qui tombent rarement malades, qui ont la force physique et donc qui peuvent faire le travail de la terre, des peuples qui ne craignent rien, comme le dit un des rapports de l'administration française sur les peuples de Kabyère, où un administrateur français parlant des Kabyères disait que c'est un peuple qui ne craint rien. Alors, donc, ils ont aussi fait une étude
des peuples du Sud et ils sont arrivés à la conclusion qu'il s'agit des peuples qui, sur le plan physique, ont grosso modo une taille moyenne. Ils ne sont pas si physiquement étoffés, ils ne sont pas rablés, ils sont généralement des peuples peureux, comme ils le disent eux-mêmes dans leur monographie, que ce sont des peuples qui prennent rarement le risque d'aller affronter des défis tels que la guerre, etc., etc. Docteur Efal Wiao, dans la perspective d'une vraie réconciliation, quel message avez-vous pour les Togolais? Je suis historien, je ne suis pas prévisionniste. Je peux dire qu'il faut qu'on cesse de se prévaloir des anciens attributs que le blanc nous a conférés. Il faut que les Guinmina cessent de croire que derrière eux, le peuple Wachi n'est qu'un peuple de brousse parce que le blanc l'a écrit. Il faut que le peuple Tem cesse de croire qu'il est le peuple le plus évolué de ce qui était avant-hier le siècle de Sokodé. Il faut que les peuples du Nord se disent que non, tous les peuples du Sud ne sont pas des peuples qui sont des roublards. Parce que le blanc est arrivé à mettre dans la tête des populations du Nord que quand tu es avec un homme du Sud, il faut toujours être méfiant parce que ce sont des mesquins, ce sont des roublards, ce sont des gens qui sont des spécialistes de volte-face. Il peut tout de suite manger avec toi sur une table et tout de suite, s'il trouve un intérêt ailleurs, il peut te lâcher. Et ils ont mis ça dans les têtes des populations du Nord. À tel point que quand un homme du Nord est avec un homme du Sud, il se dit que celui-ci là, est-ce qu'il n'est pas en train de me taper derrière le dos? Il faut que nous cessions de croire que, par exemple, dans la région des plateaux, comme l'avait écrit le blanc, que les Akoso sont encore le peuple le plus intelligent. Et il y a des moments où les Akoso se prévalent de ces attributs historiques. Il faut que les Guinmina oublient que la civilisation telle qu'elle était venue continue de venir par la mer et qu'ils détiennent eux seuls la clé de la civilisation occidentale comme ce fut au XVIIIe siècle. Il faut que nous dépassions cela. Il faut qu'on arrive à déconstruire. Il faut qu'on sache que en 60 ans d'indépendance, nos dirigeants ont fait beaucoup de choses et qui ont changé un peu la physionomie des Togolais. Si aujourd'hui, vous voyez un Mina, il est en costume, s'il ne donne pas son nom, et tu vois que, par exemple, un nom à consonance Mina, tu ne sauras pas. De même pour un Kabé, un Naodoum, quand il s'habille, il sort. Qu'est-ce qui va te montrer qu'il est Kabé ou Naodoum ou Lamba, etc. Il faut qu'on revisite ce passé que nous connaissons déjà, mais qu'on essaye d'en sortir à tout prix. Et puis, est-ce que les peuples du Nord sont seuls à être forts, rablés, courageux? Non. Il y a des compatriotes du Sud qui sont très courageux, qui peuvent être utiles au pays, notamment en embrassant le métier des armes. Il faut aussi que les cabinets d'avocats ne deviennent pas des corporations familiales, ou quand par exemple un jeune du Nord vient pour être avocat, on regarde le nom, on dit non, que j'ai trop de stagiaires. Je ne te prends pas. Il faut que ça cesse. À ce sens-là, nous allons continuer toujours à croire que les Wachi, c'est des paysans grossiers, comme les avaient décrit les Blancs, qui ne savent pas manger avec la cuillère, ou bien qui ne savent même pas prendre le café lors de leur petit déjeuner. Non, ça c'est fini ça. Et puis la manipulation de la chose politique, telle qu'elle était connue au XIXe siècle, la chose politique de type occidental n'appartient plus aux Guinmina, c'est fini. Voilà, il faut que nous avancions. Merci, Dr Efal Wiao. C'est moi qui vous remercie. « 15 ans de réclusion criminelle, c'est la peine requise contre 3 individus accusés d'homicide volontaire. » Le récit des faits dans Écho du Palais avec Hélène Assabi. Les faits remontent à janvier 2013. Sorti de sa maison aux environs de 19h dans le village de Monénou, dans la préfecture de Yoto, le sieur Messanvi à Fanlouvi, père de 3 enfants, a été retrouvé quelques heures plus tard, la tête broyée, le pied gauche et les 2 mains coupées. Saisi de l'affaire, le procureur du tribunal de Tabligbo a ouvert une enquête qui a permis d'appréhender 3 individus, amis de la victime, qui sont inculpés d'homicide volontaire. La cour d'assises s'est penchée sur l'affaire. Les nommés Kofi, Djondo et Kofi Gan ont été reconnus coupables suite au témoignage des gens du village de Monénou.
mais les inculpés ont plaidé non coupables. Après les plaidoiries des avocats, les interventions des témoins et des accusés, la Cour, à l'unanimité, a reconnu coupables de crimes d'homicide volontaire les 3 inculpés. Ils ont été condamnés à 15 ans d'emprisonnement et une amende de 20 millions de francs CFA en guise de dédommagement à la famille de la victime. À samedi prochain. Suivez ce dimanche 9 janvier 2021 à partir de 15h03 sur Radio Lomé, la Rétrosport 2021. Rétrosport 2021, c'est le panorama de toutes les actualités sportives ayant marqué l'année 2021 au Togo, en Afrique et dans le monde. Rétrosport 2021, c'est avec toute la rédaction sportive de votre radio. Présentation Fidèle Mawena. Et du sport avec le championnat national de football de 2e division qui fait son petit bonhomme de chemin. Les stades vibrent ce samedi au rythme de la 5e journée dans la zone nord, tout comme dans la zone sud. Des affiches alléchantes sont au programme. Kilim Poyode. L'attraction de cette journée, la 5e de ce championnat, reste sans doute le choc entre les 2 équipes de tête de la poule A, Étoile filante de Lomé et Tambo de Dacha à Gbonsime. À l'opposé, Maranatha de Fiopo, lanterne rouge, caressant ainsi la 3e division, devra faire face à Agaza de Lomé et tenter de prendre son premier point pour cette saison, et ce sera au stade de Koualimé. Ailleurs, Arabia de Tabligbo, entraîné désormais par Fofana Diouf, croisera au stade d'Agouenivé Espoir de Zio. Dans la zone non ou poule B, Doumbé de Mango, leader de la zone, reçoit le dernier Foupa de Sotobois à Dapaon. Pendant ce temps, la pelouse de Mango sera le théâtre de l'explication entre Fouadan de Dapaon et Koroki Metete de Tchamba. Pour la suite du programme, US Agbandi de Blita joue, Jeunesse Club d'Agouenivé à Atakwame, Bunja de Keta où ira défier CDF Aknou Akara et Bafilo accueille la rencontre à Gua de Koussuntu Bikenti de Bassa. Toutes ces rencontres débutent à partir de 15h en temps universel. Et la revue de presse pour clôturer ce journal à la une des journaux cette semaine, le décryptage du message du chef de l'État le 30 décembre dernier à la Nation et les grandes décisions prises le 5 janvier dernier lors du premier conseil des ministres de l'année 2022. Revue de presse, c'est une signature de Léontine Atogima. Que comprendre en réalité du discours de Faure Gnassingbé? C'est la question que se pose le perroquet. Le journal du Togo trouve pour sa part, à travers ce discours, une confirmation du malaise social qui règne dans le pays. Le panafricain renchérit, vie chère, misère et chômage, les Togolais sont aux abois. Le journal du Togo revient et se demande si ce message à la nation du chef de l'État serait-il un aveu d'impuissance et d'inefficacité de l'exécutif. Le président de la République, Faure Gnassingbé, se montre garant et protecteur des Togolais, rétorque chronique de la semaine. L'hebdomadaire estime que le chef de l'État a démontré une fois encore sa proximité avec le vécu quotidien de ses concitoyens. Ainsi, il a annoncé de grandes mesures d'accompagnement pour soulager les peines de ses compatriotes, poursuit chronique de la semaine. Et parmi ces mesures, une avance d'un mois de salaire aux fonctionnaires publics et parapublics. À ce sujet, la lanterne s'interroge, Faure Gnassingbé aurait-il jeté en pâture la majorité des Togolais opérant dans le privé? Le président de la République reste concentré, relève Ouara les vainqueurs, parlant de la lutte contre le terrorisme. La sécurité avant tout, s'exclame le médium qui relate dans ses colonnes que le chef de l'État a insisté sur la nécessité d'une claire conscience des enjeux de la paix et de la sécurité pour chacun d'entre nous, car le péril se fait toujours plus pressant. Au premier conseil des ministres de l'année 2022, Faure Gnassingbé a renouvelé son exhortation à préserver à tout prix un climat de paix et de cohésion nationale sans lequel les ambitions de développement ne sauraient se réaliser, mentionne le grand quotidien national.
Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce journal magazine Pluriel. Merci de l'avoir suivi et merci de nous rester fidèles.